Bonjour Florian, Bonjour Zina. je suis ravie qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de Résilier, notre émission littéraire sur les livres qui racontent les crises et qui nous aident à les traverser éventuellement. Parce que qu'est-ce qu'on a envie de faire dans les temps de crise, c'est de se mettre dans un coin lumineux et ouvrir un bon bouquin. On peut dire que c'est la même chose pour un bon film, des histoires qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous touchent quand même. C'était terrible qu'il y avait beaucoup de salles de projection qui ont fermé pendant la pandémie. Pour certains, c'était la fermeture définitive. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on va pas seulement parler de littérature, mais aussi un peu cinéma, en tout cas salle de projection, parce que tu nous as apporté Esther Kinski, Weitersehen, voir plus loin en français. Euh, Peut-être tu peux nous présenter donc ce texte et tout d'abord l'auteur Esther Kinski et son œuvre remarquable. Oui, effectivement, c'est une œuvre remarquable. Alors, est-ce qu'elle a été remarquée à sa juste valeur? On le souhaite en tout cas. C'est une œuvre qui comprend donc de la traduction, c'est une traductrice, c'est également une poétesse et c'est une romancière où on va plutôt peut-être parler de déambulation littéraire. C'est ce qu'on va découvrir dans son œuvre aussi. Son œuvre a été traduite en français en partie et depuis quelques années chez Christian Bourgois. Voilà, il y a 2 ans, c'était Rimbaud et cette année, l'an dernier, c'était Voir plus loin. D'accord. Et tu sais, la réception en France, je connais un peu moins, c'est autant qu'en Allemagne ou c'est... Il me semble, en tout cas, la presse a été très sensible à ce livre-ci, a compris et en tout cas a salué ce dont on va parler, c'est-à-dire à la fois voilà, sa finesse, sa subtilité et puis sa profonde mélancolie sur 2 arts, l'art d'écrire aussi, hein, qu'on trouve au cœur de ce livre-là, et puis un art peut-être qui disparaît, elle en parle, qui est celui du cinéma. Alors c'est surtout un livre sur le regard, mais aussi sur un lieu du regard, une salle de projection abandonnée, euh, que la narratrice trouve et elle est touchée par ce lieu. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ce lieu et comment le texte est tissé autour? Oui, alors c'est vrai que si on devait faire de ce livre-là un roman plus traditionnel, c'est-à-dire un roman avec vraiment une histoire, des personnages, on pourrait le résumer ainsi, c'est une narratrice qui est en fait quasiment une caméra, c'est-à-dire que c'est une narratrice qui n'a pas de nom, qui vit à Budapest et qui, lors d'un passage, va se retrouver dans une petite ville, un village de Hongrie, dans lequel il y avait un cinéma, et dans lequel ce cinéma était central. Au moment de l'histoire, le cinéma n'existe plus, le cinéma est à l'abandon, et elle décide, avec d'anciens employés du cinéma, ou avec des gens de cette ville, de ce village, d'investir, de le réactiver, d'essayer de le faire vivre. Est-ce que ça va marcher ou non? C'est un peu la question du livre. Mais en disant ça, c'est pas tout à fait le livre, parce que le livre se vit pas d'une façon narrative, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec un projet d'histoire qui nous conduit, tu vois, de A à B. On est plus dans une déambulation qui passe par une sorte de réflexion sans être de l'ordre de l'essai. C'est-à-dire que ça se joue pas au niveau des idées, ça se joue au niveau des descriptions, ça se joue au niveau de la matière sensible, ça se joue au niveau de comment on fait sentir une disparition, la disparition du cinéma. Du cinéma, pas simplement en tant qu'art, parce qu'en français, le cinéma, c'est également le lieu qui est la salle de cinéma. Comment ces 2 éléments, petit à petit, disparaissent, au profit d'autre chose qu'on découvre, qui est, disons, l'espace privé qui va prendre le dessus sur l'espace collectif. Voilà un peu les propos et la déambulation du livre. Donc c'est un texte qui est tissé autour de ce lieu. La narratrice, elle arrive sur place et elle a l'habitude apparemment de prendre des photos. Et on voit qu'elle a du mal en fait à détacher un détail de ce paysage, de ce lieu un peu perdu dans, dans ce pays. Et elle n'arrive pas à encadrer quelque chose. Comment elle arrive à former son regard en passant du temps sur place et quel est le rôle du cinéma dans ce processus? Oui, alors c'est vrai que dans ce rapport justement, déjà dans un premier temps entre texte et image, avant de répondre pleinement à tes questions, préciser que ce texte-ci, c'est un texte qui va comporter des images, qui va comporter des photographies, d'ailleurs prises par l'autrice Esther Kinski. Photographies très, très intéressantes, des photographies de ce cinéma du lieu à l'abandon, et d'éléments comme ça qui vont ponctuer un petit peu le texte. Donc le rapport entre image littéraire et puis image photographique est vraiment au cœur
du texte dont on parle. Ensuite, effectivement, cette question du regard est centrale. Si on commence rien qu'avec l'introduction, on voit qu'elle nous parle déjà du cinéma comme étant une façon de cadrer le regard. Et on va trouver ensuite toute une réflexion sur cette chose, tu sais, qui porte le même nom en français, c'est-à-dire la salle de cinéma et l'art cinématographique, comme étant un art du regard, une capacité à se projeter, une capacité à avoir envie de voir ailleurs, à avoir envie de voir plus loin pour ensuite explorer ce plus loin dans le monde-ci. Donc ce basculement entre le cadre cinématographique qui aide notre regard à voir autre chose et qui donne envie ensuite d'aller découvrir cette chose-ci. Il y a une très belle formule de Jean-Christophe Bailly qui disait, voilà, je vois ce qui me regarde et ce qui me regarde m'aide à voir. Et tout le texte est traversé par cette question justement de la projection possible et de la capacité de voir et la capacité à voir plus loin. Mais quelle est l'importance du cinéma alors? Pourquoi elle est si mélancolique par rapport à ce lieu qui est un peu abandonné? Pourquoi elle a envie de le faire revivre? Quelle est la particularité du cinéma et de ce lieu où on se retrouve pour regarder un film? Alors c'est vrai qu'on pense tout de suite à une autre citation cinématographique. On connaît les aphorismes de Godard, et parmi l'un des aphorismes de Godard, c'est au cinéma on lève les yeux, à la télévision on baisse la tête. Aujourd'hui on voit ce qui se passe avec les portables, on fait plus que baisser la tête, quoi. Tu vois, on se courbe complètement. Donc il y a cette idée déjà d'un regard comme ça qui voit plus loin, et puis on a cette idée d'un espace où l'on sait le cinéma, qu'est-ce que c'est, le texte est traversé par-ci, c'est on a cette solitude qu'on va un temps partager avec d'autres, et on va ensemble, comme ça, essayer de voir une projection possible d'un désir, d'un enthousiasme, de quelque chose qui nous sort de nous-mêmes, et qui nous sort de nous-mêmes peut-être avec cet effet du décentrement qui est un recentrement. Et elle, ce qu'elle constate derrière tout ça, c'est que cette fin de cette expérience-ci, c'est un retour au vieux rêve, qui était aussi le rêve d'Edison, c'est-à-dire on regarde seul. On regarde seul, dans un espace privé. Et dans cet espace privé, c'est peut-être un espace qui n'est pas simplement privé dans le sens où on est de soi à soi, c'est peut-être un espace qui nous prive de regard. Alors ça, c'est déjà vraiment l'essence du texte. Disons qu'en fait, elle arrive sur place, elle s'installe sur place, elle va trouver une maison et elle va essayer donc de rénover ce cinéma avec des gens du village. Elle décrit cet endroit, ce village, comme un endroit du manque. Et en même temps, on a l'impression que tout ce qu'elle décrit devient un film, parce qu'elle décrit le paysage, et ces descriptions sont d'une beauté remarquable. Ça m'a fait beaucoup plaisir de les lire. Quel est donc le rôle de ces descriptions, de cette abondance de la nature, en quelque sorte, sans les paysages au fil des saisons, par rapport peut-être au manque qu'elle décrit en même temps? Oui. Ce que je te propose pour tenter de répondre à cette question-là, c'est de lire 2 extraits où on voit l'élément justement lié à la description, aux descriptions. Et ensuite, on parlait aussi plus en détail dans les références cinématographiques qui sont mentionnées dans ce passage-ci. Donc, on comprendra, il me semble, la révélation possible d'un paysage impossible, pour ainsi dire. Je commence avec quelques phrases en allemand. An manchen Tagen kam ich mir vor wie eine am äußersten Rand stehende Statistin in einem Film. György Fehers Leidenschaft fiel mir ein oder Bellatars Verdammnis. Und ich erkannte jetzt Wahrheiten darin, die mir vorher verborgen geblieben waren. Die Starre und Reglosigkeit, die ein zäher Schlamm, allgemeine Untätigkeit und wogendes Hundegebell mit sich bringen, die Verstrickung in splittrige Hoffnungen, die keine Zukunft gelten, die verkümmerte Pflege der Erinnerung, die nicht mehr weiß, wo die Vergangenheit beginnt, die Verwahrlosung der Weitsicht just in dieser zu anderen Jahreszeiten und Wetterverhältnissen mit so viel Weite und Horizont gesegneten Gegend. Parfois, j'avais l'impression d'être une figurante à l'extrême marge d'un film. Me revenait Passion de György Feher ou Damnation de Bellatar. J'y reconnaissais à présent des vérités qui me demeuraient auparavant cachées. La fixité et l'immobilité que provoquait la boue molle, l'inactivité générale et les vagues d'aboiements des chiens, l'enchevêtrement des espoirs éclatés qui n'avaient pas d'avenir, l'entretien inquiet d'une mémoire qui ne sait plus où commence le passé, l'abandon d'une vision des lointains dans une contrée dotée précisément de la grâce de posséder. En d'autres saisons et en d'autres circonstances météorologiques tant d'étendue et d'horizon. L'immense lassitude de gens qui s'étaient échinés sous un ciel immense et s'endormaient, épuisés, en bordure du champ,
sous le poids vide, sentant l'herbe pousser contre leur cœur. Bon, on voit, hein, rien qu'avec cet extrait-là, effectivement, le travail, la délicatesse de la prose qui essaie de rendre compte de cette vie possible, de ce possible à l'intérieur d'un paysage impossible. L'un des cinéastes préférés de la narratrice, c'est Béla Tarr, voilà, qui est un grand cinéaste hongrois qu'on ne connaît pas très bien parce que bon, ce sont des œuvres qui sont des œuvres dures, hein, ce sont des œuvres qui sont des œuvres âpres et qui sont des œuvres, à mon avis, qui ont traversé également l'écriture de ce livre aussi, dans la mesure où Béla Tarr, tous ces films, il me semble, sont aussi des enfants, disons, de la période post-soviétique. Et quand la narratrice raconte son histoire, elle est en 2004. Voilà. Donc on s'inscrit directement après la chute du mur, les années qui vont suivre, et on est dans ces territoires, comme ça, on n'est pas en centre-ville, on est dans cette campagne désolée où on a ces étendues, ces champs. Ces champs qui d'ailleurs, si on connaît le cinéma de Béla Tarr, sont toujours battus par le vent, donc ce sont des lieux qui sont des lieux durs. Si on regarde par exemple le dernier film de Béla Tarr qui s'appelle Le Cheval de Turin, rien que l'introduction, où on voit comme ça une calèche, où on a un personnage qui se bat contre les éléments, qui se bat contre la vie, qui se bat contre le destin, rien qu'en 5 minutes comme ça d'un plan séquence. Et elle veut rendre compte de ça, de cette dureté-là. Néanmoins, dans cette dureté-là, comme elle essaie de le rendre compte, et le cinéma contribue à ça, il y a un élan, il y a une puissance, il y a une capacité d'énergie, il y a quelque chose comme ça qui donne envie d'aller voir ailleurs, qui donne envie d'aller voir plus loin, qui donne envie aussi de continuer. Et la disparition du cinéma, c'est peut-être cette fin-là, ouais, cette chose au contraire qui va figer, ce retour de quelque chose qui serait peut-être des racines, ce retour de quelque chose qui, au contraire, disons, enferme les gens dans un lieu plutôt que les conduit dans un espace qui est un espace de projection possible. Parlant de ces gens qui vivent là-bas et qui la soutiennent en partie à renouveler ce cinéma, à le remettre en marche, au moins pour quelques projections, parce que c'est eux aussi qui incarnent l'histoire de leur village, de leur pays aussi, et qui sont complètement emplis de cette mélancolie aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses de ces gens et comment ils sont présentés aussi dans ce texte? Oui, alors c'est vrai que l'élément va de pair, c'est-à-dire qu'avec la fin voilà, du bloc soviétique, avec la fin de ces cinémas qui étaient vraiment, encore une fois, au centre de la vie, on a une absence de repères, on a un sentiment comme ça de désolation, un sentiment d'abandon. Et on a ces personnages qui sont tous traversés par ça. Donc le projet du cinéma et le projet de rénover ce cinéma, en tout cas de le faire vivre de nouveau, c'est l'espoir comme ça d'entretenir quelque chose. Et donc elle va travailler ce qui traverse de façon paradoxale ces personnages-là, à la fois voilà, disons, ce bloc de solitude, cette espèce d'éléments très durs qui les ramènent à l'impossible, et en même temps paradoxalement des élans, un petit quelque chose, l'espoir d'un film, une image qu'on a encore en tête, quelque chose qui a un élément sensible, un temps qui a compté comme ça, qui vont essayer de réanimer coûte que coûte. Voilà. Et c'est cet élément-là, ce possible-là qui donne à l'intérieur d'une teinte très mélancolique quelque chose qui est comme une beauté possible. Il y a encore une référence cinématographique, bon, le livre nous y prête, il y a un titre d'un film de Chris Marker, j'y ai pensé sans cesse en le lisant, c'est ce souvenir d'un avenir. À travers ce projet-là, de réhabiliter le cinéma et le faire vivre, on a vraiment l'impression que ces personnages justement tentent de se souvenir d'un avenir, d'un temps qui a été fantasmé certes, mais d'un temps ou de possibles qui l'ont été, qui là se sont fermés, et eux vont tenter à leur façon, aussi naïve soit-elle et aussi petite soit-elle, de réactiver. Mais tu n'avais pas l'impression qu'ils sont aussi un peu comme des personnages de films, qui restent un peu des esquisses en fait, je sais pas, on a l'impression que c'est ce projet qui les fait un peu revivre et ils sortent un peu de leur mélancolie, en fait, ils sont aussi figés d'une certaine façon et ils sont marqués par le manque. Ils sont même pas sur les photos, mais c'est ce texte qui les fait un peu vivre et qui tout d'un coup énonce notamment l'histoire d'une des femmes du village et son amour, un homme qui était un grand adepte du cinéma, un homme de cinéma, et c'est ça ce qui fait vivre malgré tout cet endroit. Oui, et ce qui est beau justement par rapport à cette idée où à la fois les personnages apparaissent et de temps en temps ils sont un peu flous comme ça, c'est qu'on sent que ce qui va traverser
La narratrice, c'est cette expérience-là qu'elle fait revivre par l'écriture, mais qui, dans une certaine mesure, une expérience aussi douloureuse. Donc, elle nous fait revivre des choses, et de temps en temps, ces choses-là apparaissent un petit peu floues, comme si les voir trop nettes, ce serait voir trop net une défaite qui fait trop de mal, à vrai dire. Et donc, ce va-et-vient, justement, de focalisation, de netteté, entre flou et netteté, semble extrêmement opérant et extrêmement intéressant. Et puis derrière, on a aussi quelque chose de la figure cinématographique avec un méchant quoi, qui est là, et qui est un méchant tout contemporain, c'est-à-dire quelqu'un qui, en voyant le cinéma, rêve que d'une chose, c'est pas que ce cinéma vive, mais c'est d'en faire un bowling ou un parking, en tout cas quelque chose, disons, à l'usage du monde. Voilà. Et pendant un temps, on va voir ces êtres qui essaient de détourner un petit peu les choses qui sont destinées à l'usage du monde, au sens le plus terne possible. C'est vrai qu'on dirait que l'ennemi, c'est le temps qui passe, c'est la réalité, c'est le temps qui avance et qui laisse derrière quelques institutions comme le cinéma. Cette narratrice, elle est c'est un peu dans l'angle mort, je dirais, du texte. Est-ce qu'on sait en tant que lecteur ce qu'elle cherche dans ce coin perdu? Qu'est-ce qu'elle veut trouver? Pourquoi elle s'installe sur place? Est-ce vraiment que cette salle de projection? Oui, alors ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, en fait, cet œil-là, c'est peut-être également l'œil de la caméra, c'est-à-dire qu'on a sur tous les éléments qui seraient des éléments véritablement biographiques ou psychologiques ou rationnels, tout ça tombe un petit peu à plat, on ne sait pas très bien ce qu'elle vient faire ici, on voit un petit peu qu'effectivement il y a des liens, on voit qu'il y a des références, on voit qu'il y a des choses, mais comme je le dis là, comme ça, spontanément, on voit. Donc on imagine, on projette, et elle est aussi là en fait pour faire entendre, pour faire sentir et pour faire regarder. Donc c'est une sorte de caméra sensible qui prend en compte pas simplement les choses qui sont vues, mais cet invisible de la disparition. En tout cas, on a l'impression qu'elle trouve finalement une sorte de communauté, quelque chose qui est quand même euh, voilà, l'essentiel aussi du cinéma, c'est-à-dire de se retrouver pour un instant, même si après tout le monde retrouve son chemin dans d'autres directions. Merci en tout cas d'avoir proposé ce livre qui est magnifique et je le conseille vivement. Voilà. Merci. Et puis traduit de l'allemand effectivement de Cécile Weibrodt. Important de le mentionner. Merci Florian. Merci.